Nous sommes là maintenant pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Frédéric Azeglo et Marcel Agbessinou. On va continuer maintenant avec la République démocratique du Congo. Nous allons parler de ce rapport de l'ONG Human Rights Watch, un récent rapport donc, de cette organisation publié le 14 mai accuse le groupe rebelle M23 et les forces militaires rwandaises de crimes de guerre et d'atrocités à Uvira, dans l'est de la RDC. Nous savons que cette partie du pays est occupée par ces troupes et durant l'occupation de la ville d'Uvira entre décembre 2025 et début 2026, Human Rights Watch documente des exécutions sommaires de plus de 53 personnes, des viols, des enlèvements et des disparitions forcées. Le rapport souligne également que les militaires rwandais n'ont pas seulement soutenu le M23, mais ont commandé des opérations conjointes, y compris des perquisitions porte à porte ciblant des hommes, les hommes et les garçons. Marcel Agbessinou, Human Rights Watch, on le sait, est très impliqué donc dans les investigations sur le respect des droits de l'homme dans les différents États. Un tel rapport aujourd'hui qui vient épingler ce mouvement du M23 et le Rwanda, est-ce que pour vous c'est un rapport qui est digne de foi? Moi, je vais vous surprendre en disant que c'est un simple rapport. C'est un exercice d'écriture, parce qu'un rapport d'une institution, j'allais dire, je peux dire c'est une institution qualifiée, Human Rights, comme une institution qui défend effectivement les droits de l'homme et défend la population. C'est un rapport qui n'est pas contraignant. Tout rapport qui n'est pas contraignant peut respecter par son destinataire. Donc, à l'heure où nous exposons ces propos, je peux vous dire que le rapport est vide de valeur juridique. Un rapport qui a été produit par un tel organe et qui ne prévoit pas des clauses de sanctions, et c'est seulement ils ont aligné les mots que ils appellent la communauté internationale à étendre ces sanctions contre le Rwanda. Mais est-ce que la communauté internationale n'est pas impliquée là-bas? Quelle est la communauté internationale? Vous ne savez pas qu'il y a les Américains. Les Américains sont en RD Congo. Les Européens sont là-bas. Chacun tire son profit. Et l'Afrique aussi tire son profit. Rwanda, voisin, pays voisin, tire son profit. Ce qui rallonge la fin de la guerre. Sinon, par quel archimie étonnement, vous avez constaté que l'année dernière, ou bien cette année même, une clause a été signée appelant les belligérants de cesser le feu en Amérique, devant le puissant américain, devant un président mondialement reconnu comme étant un président issu de la puissance mondiale. Vous avez signé des accords. Deux présidents étaient partis là-bas signer des accords pour le cessez-le-feu. Jusqu'à présent, les balles crépissent encore en RD Congo. Un Rwanda, pays voisin, s'immisce dans les affaires internes de son pays, de son voisin, RD Congo. C'est étonnant. Et la communauté internationale, elle a les bras ballants, bouche bée, on ne dit rien. Et c'est un cercle infernal, travail décisif, on recommence à zéro, on dit cesser le feu. Pourtant, les ressources minières et énergétiques sont toujours pillées chaque jour. Et on chasse la population. Population autochtone sont devenus maintenant des exilés. C'est étonnant que cette communauté internationale, que votre institution là, moi, parce que c'est une institution que moi je peine même à prononcer. Human Rights Watch. Human Rights Watch. Moi, je ne m'inscris pas dans leur logique, parce que le mal, il faut éradiquer le mal
dès sa naissance. Pourquoi laisser chaque jour, chaque heure? Mais ce n'est pas à Human Rights Watch d'éradiquer le mal. Eux, ils font des rapports, ils font des constatations. Je vous dis, cette institution, elle aussi tire de profit dans cette guerre RD Congo-Rwanda. Parce que vous savez, ce que dispose en son sous-sol RD Congo, c'est énorme. C'est pratiquement la moitié de ce. Si on regroupe toute l'Afrique, c'est la moitié se retrouve là-bas, en RD Congo. C'est un pays très convoité. C'est un pays très convoité, convoité par les puissances étrangères, à travers cet uranium, l'or, bauxite, etc. C'est un pays immensement riche. D'accord. Frédéric Azeglo, entendre ce genre de choses de la part du M23 et il parle également de l'armée rwandaise, en tout cas de la part du M23, ce groupe rebelle qui mène depuis plusieurs mois des offensives dans l'est du pays. Est-ce que c'est étonnant quand ce rapport dit qu'ils commettent des exactions sur les civils? Ce n'est pas étonnant. Il y a beaucoup de rapports qui ont épinglé le M23 et surtout le Rwanda de Paul Kagame. Alors plusieurs rapports ont épinglé le Rwanda de Paul Kagame. Et Paul Kagame se plaît à dire non, je n'ai pas fait, je ne reconnais même pas ça. Maintenant, je veux revenir vers mon frère Marcel Agbesino qui disait que la position de Human Rights Watch était juste une position vide. Il a dit non, ce n'est pas vide. Human Rights Watch n'est pas une organisation qui dispose d'une armée. Même la puissance CPI, la Cour pénale internationale, n'a pas d'armée. N'arrive à rien faire si elle ne s'appuie pas sur les armées nationales. La bonne foi des États. Oui, la bonne foi des États. Ça veut dire qu'avant qu'on extradite, on envoie un citoyen africain ou d'un autre pays à la CPI, il faut une coopération à 100% de l'armée, du président, du régime qui dirige ce pays-là. Ça veut dire donc si ce pays qui est une création, une émanation de l'ONU, ne dispose pas de force pour faire respecter ses positions, ses prises de position, mais qu'en serait-il pour Human Rights Watch, qui n'est juste qu'une organisation non gouvernementale, qui est juste qu'une ONG qui donne sa position. Par rapport, si vous critiquez, fustigez le Human Rights Watch, c'est comme si vous fustigez le prix Nobel de la paix. Donc juste, ils n'ont pas d'armée aussi, mais ils donnent des positions, c'est des ONG, des organisations qui sont écoutées partout dans le monde, qui donnent leur position par rapport à ce qui se passe. Mais qui est également régulièrement accusé de biaiser des rapports. Naturellement, quand on donne un rapport, chaque individu, chaque personne, chaque société, chaque personne interprète à sa manière. Alors c'est juste la position d'un regroupement de personnes au nom d'une association. Ils disent que bon, voilà, nous avons vu qu'il y a eu tel, tout simplement. Et donc, ne rien dire, c'est ça qui serait très mal. Mais quand ils disent que bon, voilà, Rwanda laisse de faire ça, beaucoup de personnes, moi, je n'ai pas de preuves pour épingler, pour dire que le Rwanda contribue à malmener le Congo. Je n'ai pas de preuves pour dire que le M23 tue les gens, puis beaucoup de choses, de personnes, pour les populations. Mais au moins, Human Rights Watch, qui a donné cette position, a des preuves pour dire, parce que j'ai vu ci, parce que nous avons constaté ça, parce que nous avons vu ceci, conclusion, le Rwanda est impliqué, il faut que le Rwanda fiche la paix au Congo. Entre-temps, Félix Tshisekedi avait refusé de rencontrer Paul Kagame et de discuter de la paix. D'autant plus que Paul Kagame est le président du Rwanda, qui n'est qu'un voisin du Congo. Il ne peut pas envoyer des gens, des armes tirées, déstabiliser. Alors, nous, on était même en train de penser si Paul Kagame était dans la logique de renverser Félix Tshisekedi. Alors, donc, c'est ces histoires-là qui ont fait fuir Joseph Kabila. Kabila, aujourd'hui, est persona non grata dans le pays qu'il a dirigé pendant plus de 20 ans. Il est aujourd'hui persona non grata, il ne peut pas venir au Congo parce qu'il est condamné à mort. Moi, il était revenu récemment dans la partie est du pays contrôlée par le M23. Par le M23. Alors, dire que si Paul Kagame l'intéresse plusieurs fois, les officiels rwandais disent qu'ils ne connaissent rien dans la guerre au Congo, M23 ne sait même pas avec qui on va parler.
Et c'est comme ça, c'est un vide dans lequel. Et ce vide-là serait en train de profiter à M. Tshisekedi qui va dire bon, il faut que je reste pour faire la guerre. Il faut restaurer l'État avant de faire les élections. Ce qui se passe quand même dans la partie, vous le disiez tantôt, dans cette partie de la RDC est quand même grave. Oui, vous savez, c'est la vie humaine. Mais c'est comme si personne ne s'émeut plus actuellement. Parce que ça profite à tout le monde. Les géants qui devraient normalement nous aider à mettre fin définitivement à cette guerre, ils sont impliqués, ce qui fait que chacun tire le drap de son côté, chacun tire le profit. Si tu tires du profit de quelque chose, c'est difficile d'être le juge parti. D'être le juge parti. Certains ont impliqué les États-Unis, qu'ils sont aussi ils sont impliqués dans cette guerre là-bas. Les Européens sont là. Seule la population congolaise est victime. Le pays voisin, Rwanda, tire profit. Rwanda tire profit. Et ils en sont conscients qu'ils tirent profit. Ce qui fait que si vous allez à Kigali, c'est comme si vous étiez en Europe. C'est un deal. C'est un deal entre Kigali et les autres pays de l'Europe. Parce que nous allons transiter les marchandises à travers votre espace aérien et votre territoire. C'est une clause conclue, bien scellée. Et chacun respecte l'accord. C'est comme si un pacte de non-agression que chacun respecte. Par quel moyen Tshisekedi qui a refusé à la fin du monde qu'il n'aura pas rencontré un jour Kagame. Et ça n'a même pas fait un an. Il a fait volte-face et il était parti rencontrer Kagame à la Maison Blanche en signant des documents et arrivé en RD Congo, il dit qu'il ne respecte pas l'accord là. Et présentement, je vous rassure que la tension est toujours vive. Même au temps de Laurent Désiré Kabila, le Rwanda a servi de base arrière pour Laurent Désiré Kabila pour attaquer le maréchal Mobutu. Ça a été toujours comme ça. Les Africains sont souvent utilisés. Et après, on les remercie en monnaie de singe. C'est ce que nous voyons actuellement. À l'époque, Rwanda croyait, ou bien Kagame croyait aujourd'hui qu'il est assis, ou bien il discutait avec des géants, c'est bon. Mais il a oublié qu'avant son avènement au pouvoir, il y a ce que nous appelons le génocide rwandais, où on a tué plus de 800 000 morts. Qui a tué, qui a créé ce génocide? Est-ce que si vous fouillez bien, si vous fouillez l'histoire, vous verrez la main aussi des puissances étrangères. On a opposé les Hutus et les Tutsis. Et c'est les citoyens de même nation, ils se sont s'entretués jusqu'à 800 000 morts. Et lui, il est venu au pouvoir. Aujourd'hui, pour cicatriser cette plaie historique, Paul Kagame est pris comme un enfant chouchou, on est en train de le choyer contre son pays voisin, contre le voisin plutôt, RD Congo. C'est un peu compliqué. La guerre là, moi j'ai dit à quelque part qu'aucune génération au Congo, chaque génération a connu une guerre. Oui. Chaque génération au Congo a connu une guerre. Présentement, ce n'est plus un État. Un ancien président qui a été condamné à perpétuité ou bien à condamnation à mort. Voilà qu'il est venu à l'est du pays sans l'accord des dirigeants actuels. Et il est venu rencontrer le M23 parce que la zone là, c'est M23 c'est la bastion de M23. Et il est venu repartir sans que personne ne l'inquiète. Vous voyez que le pays là peut retrouver sa force d'antan. Jamais. Jamais. C'est comme s'il y a deux présidents, plus une armée très sophistiquée, plus que l'armée loyale. Pourquoi ce pays semble aujourd'hui être abandonné à lui-même? Et le Congo démocratique semble abandonné à lui-même, vraiment. Mais personne ne peut expliquer ça réellement.
lorsque Kabila était au pouvoir, le général Kabila, je veux dire, était au pouvoir, il était contraint de part et d'autre de partir. En ce moment, la communauté internationale, les Américains, la France, déjà s'intéressaient à la démocratie au Congo démocratique. Mais lorsque Tshisekedi est arrivé, et à l'époque, Kabila était critiqué, le pote de Kabila était critiqué sur tous les fronts, sur les réseaux, sur tous les médias. Bon, voilà, il est là, il fait des ménages pour rester au pouvoir, et on l'a contraint de partir à partir. Et il est parti. Maintenant, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, c'est comme si cette même communauté internationale qui plaidait pour l'alternance au sommet de l'État au Congo démocratique ne s'intéresse plus au Congo démocratique. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ou est-ce que ce sont ces pays-là qui sont le soutien dans l'ombre de la rébellion M23, appuyée par l'armée du Rwanda, une partie de l'armée du Rwanda? C'est un point d'interrogation. Pourquoi est-ce que, apparemment, ce que nous voyons, ce que tout le monde voit, constate, c'est que plus personne ne s'intéresse au Congo. Ceux qui, néanmoins, peuvent éteindre le feu au Congo ne disent rien. Ne disent rien, donc le feu brûle. Et le pays est en pleine scission, en pleine voie de scission. Même l'initiative de Lomé, pilotée par le président togolais, le président du Conseil, n'avance pas non plus. Hein. Oui, vraiment. C'est pas si. Mais bon, attendant de voir, on ne peut pas dire que l'initiative ne passe pas. Il faut donner du temps. Ou c'est un dossier, disons-nous clairement, qui le dépasse. Parce que ça fait plusieurs décennies, tout le monde s'y est mis, personne n'a eu de solution. Vous savez, le président du Conseil a réussi beaucoup dans les négociations internationales. On parle de la RDC. C'est un homme de Ici, c'est la RDC quand même. Oui, c'est l'un des plus vieux conflits au monde. Le président du Conseil, c'est un homme de stratégie, de bonne stratégie. Il ne va pas du tout droit avec la poitrine, ramasser les problèmes, mais il réfléchit autour. Vous allez voir dans les prochains jours ce que ça va être. Ça va être. Parce que, oui, vous le savez très bien. Ce que ça va être, vous allez le voir dans les tout prochains jours. Tout ce que des gens, tous les problèmes devant qui beaucoup de personnes ont échoué, nous parvenons, et vous allez parler du président du Conseil, parvient à donner des solutions. Je ne veux pas ici citer des exemples, mais avant de se prononcer sur ce problème, je crois qu'il a beaucoup mûri, il a vu tous les contours et il a dit qu'il va le faire. Attendons, ce qui est raté concernant le Congo démocratique partout trouvera sûrement une issue favorable avec le président du Conseil du Togo. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Ce rapport est là. Donc la situation, ça dit la situation humanitaire est quand même extrêmement grave dans cette partie-là où un groupe rebelle impose aujourd'hui sa loi. Les populations ne dorment plus tranquilles. Tshisekedi non plus ne semble pas trouver la solution. D'ailleurs, et Frédéric le rappelait, il a dit que si la paix ne revient pas dans tout la République démocratique du Congo, les élections ne pourront pas avoir lieu. Donc clairement, il surfe sur la situation pour proroger son mandat. On va s'enliser davantage. Vous savez, c'est ça qui va faire partie peut-être dans le sens Tshisekedi. Parce que il méconnaît un pays qu'il est en train de diriger, le pays qu'on appelle RD Congo. Est-ce que lui, avant de venir d'accéder à la magistrature suprême, est-ce qu'il n'y avait pas les M23? Est-ce que le pays a été pacifié? Jamais, non. Le pays, les balles crépissaient avant son arrivée au pouvoir. Hein? Bien que l'autre là est au pouvoir, le fils Kabila est au pouvoir, n'empêche que les rébellions là occupent une partie du pays. Mais lui, il a su manager pour au moins discuter avec eux à l'époque pour trouver terrain d'entente. Mais on a organisé les élections. Et Tshisekedi est venu au pouvoir dans cette situation-là. Et jusqu'à maintenant, il est là, il n'arrive pas à trouver une solution. Au moins, juste pour un an de paix, il n'arrive pas. Et à notre grand étonnement, il dit que si la paix ne revient pas pour toute la nation, les élections seront à nouveau reportées, prorogées.
Et vous pensez que... Parce qu'il y a d'autres électeurs qui ne voteront pas là, l'élection ne sera pas totale dans le pays. Vous savez, Oui, mais ça, c'est déjà passé dans le pays. Il veut corriger Lui-même, ce il en qu'il a devait faire. bénéficié. hein. lui, il a bénéficié de ce laps de temps-là, de ce manque à gagner-là. Il avait bénéficié, il est venu au pouvoir. C'était une erreur qui Le devait mieux, commencer. le mieux, s'il pense que ce que nous disons le pouvoir saoule, s'il pense qu'il a déjà tiré le goût du pouvoir et il ne veut pas partir en se basant, en prenant ce prétexte que la paix est menacée partout au pays, donc je veux pacifier le pays avant d'organiser les élections. Il se trompe. Il se trompe amèrement. Les M23 là, ils troublent leur sommeil là-bas. Il n'y a pas une journée où les M23 ne menacent la paix là-bas. Donc, c'est mieux de discuter avec le chef de M23. C'est un groupe organisé. Ce sont d'ailleurs les généraux qui ont fui l'armée, qui ne partagent pas la gouvernance de Tshisekedi. Et l'autre là, ce sont eux qui se sont regroupés à M23. Le mieux, à mon humble avis, je peux me tromper, le mieux c'est d'aller en contact avec eux. Humilité de connaissance, humilité dans les discussions. Si Tshisekedi pense qu'en allant rencontrer ces gens-là, il se rabaisse, c'est comme si il tombe, son pouvoir tombe. Non. Le plus tôt sera le mieux. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. C'est mieux que de dire qu'il va contrôler toute la... C'est-à-dire, vous pensez qu'il devrait faire profil bas? Il doit faire profil bas. Un chef de l'État, je ne dis pas qu'il doit faire mea culpa pour ces gens-là, mais il doit analyser quel angle prendre. C'est vrai que l'autre là, Paul Kagame, tire deux ficelles. Si c'est Paul Kagame, il doit aller négocier, cas sur table avec Paul Kagame et trouver terrain d'entente entre les deux présidents, c'est mieux. Et là, Paul Kagame peut toutefois demander repli. Le M23 veut renverser le pouvoir de Kinshasa. On ne refuse pas. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Le M23 menaçait le précédent. Mais pourtant, il a gouverné jusqu'à faire passation. Pourquoi lui aussi, il doit emboîter les pas des autres? C'est un pays qui est né comme ça. Des Congo, c'est un pays extraordinaire, comme si nous sommes dans le 6e continent. C'est un pays qui la paix là, ça les dérange. Avoir la paix en des Congo, c'est comme si un péché. Donc, si les balles crépitent. Mais allez à Kinshasa, regardez comment ils mangent la vie là. Tout marche bien à Kinshasa. Allez à Lubumbashi. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est au nord, Kivu et autres, sud Kivu qui sont menacés. Mais la capitale, c'est un pays que moi je ne maîtrise pas. La paix les dérange. Merci, on va évoquer maintenant le dernier sujet avec la visite du président du Conseil togolais. Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, chef suprême des armées, a effectué une visite de terrain dans la zone de l'opération Koundouaré. Nous sommes dans la région des Savanes, dans le grand nord, l'extrême grand nord du Togo. C'est afin d'évaluer la situation sécuritaire, d'échanger avec les troupes déployées sur le terrain, mais aussi de témoigner le soutien de l'État aux forces de défense et de sécurité au front contre les groupes armés terroristes. Selon le ministre de la Défense, le ministère de la Défense, pardon, le président Gnassingbé, la visite du président Gnassingbé à Koundouaré a eu lieu le 7 mai dernier et visait donc à apprécier l'évolution de la situation sécuritaire et donner de nouvelles orientations. Frédéric Azeglo, moi je m'intéresse beaucoup à ces mots, nouvelles orientations données par le président du Conseil, chef suprême des armées. Quand on parle ici de nouvelles orientations, est-ce qu'on peut dire que la menace est en train de changer, de devenir plus intense avec ce qu'on voit un peu, la situation qu'on a vécue au Mali, ce qu'on voit un peu avec le Burkina, le Togo, sans que la menace monte d'un cran? Non, pas forcément cela. Vous voyez, quand vous envoyez un enfant à l'école, il revient, il dit, papa, j'ai une moyenne de 15.
et je suis le 5e de ma classe, vous allez dire, le papa dira non, il fallait avoir 17 pour être le premier de la classe. Pourquoi le 5e c'est trop? Alors qu'au-dedans de lui-même, papa sait que le garçon, le gars, l'élève a bien travaillé. Mais il va dire des mots qui vont plus le galvaniser l'élève. Vous savez, le chef de l'État, le président du Conseil du Togo, est le chef suprême des armées. Alors, personne n'ignore son amour pour tous les secteurs d'activité de la nation, surtout l'armée. Et donc, il est le chef des armées. Il sait qu'il y a des opérations spéciales qui sont là-bas, au Grand Nord. Alors, quel père de famille ne va pas dire à ses enfants, travaillez dur, travaillez plus, afin d'éradiquer la pauvreté. C'est de la même manière, il dit, des nouvelles orientations seront données, ou sont données, travaillez fort, de manière à ce qu'on n'entende plus parler de terrorisme sur la terre de nos aïeux. Je crois que c'est dans cette optique que le président du Conseil s'adresse à l'armée, surtout aux troupes qui sont au nord et qui défendent notre chère nation contre le terrorisme. Moi, je suis pas indiqué à dire s'il y a de nouvelles menaces ou de non. C'est que le chef de l'État, le président du Conseil, en tant que chef suprême des armées, il a le devoir de galvaniser les troupes, de donner espoir aux troupes, de leur dire avancez seulement, travaillez, faites le rôle pour lequel vous avez été recruté, vous avez été amené ici, et nous aurons la victoire et nous allons célébrer. Toujours est-il que cette visite du président intervient presque 2 semaines après les événements du Mali, où on a vu un groupe terroriste s'allier à un autre groupe et mettre à mal le pouvoir militaire malien. Vous pensez que quand Faure Gnassingbé allait au nord, il n'avait pas ces événements en tête? Là, je ne saurais le dire, mais un savant africain dit, lorsque la case de ton voisin est en train de brûler, tu dois prendre le général Yadema, paix à son âme, tu dois prendre des dispositions de façon à ce que ta case ne brûle pas. Je saurais dire que le président du Conseil a des informations sur lesquelles, non, je ne suis pas dans ça. Mais ce que je sais, c'est qu'un bon père de famille, il faut toujours chercher à protéger son peuple, à galvaniser son armée, à leur donner la force d'aller et de protéger. Marcel Agbessino, on dit selon le communiqué officiel, et on sait que, vous savez, nous sommes journalistes, donc les communiqués officiels, on s'en méfie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de non-dits dedans. Mais ici, on parle de mobilisation des troupes, il donne de nouvelles directives en langage sécuritaire. Ça veut dire que quelque chose pourrait avoir changé dans la menace. Et vous savez, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue, lorsque ces attaques djihadistes ont commencé au Mali, Niger et Burkina Faso, les djihadistes, les rebelles, ils ont cité certains nombres de pays du Golfe de Guinée, dont notre pays fait partie, le Togo, qu'ils vont attaquer certains pays du Golfe de Guinée. Vous voyez, c'est un calendrier que ces rebelles, ces djihadistes sont en train de respecter petit à petit. La fois dernière, le 25, ils ont réussi à assassiner le ministre de la Défense du Mali. Et le Burkina, voisin, le pays voisin du Togo au nord, contigu au nord là-bas, est souvent attaqué également par ces djihadistes avec des engins lourds, des matériels de guerre très sophistiqués. Étant donné que le Togo a été cité et qu'à ce dernier temps, le Mali a connu des attaques ciblées conjointes entre Jenim et FLA, vous voyez que le Togo va dormir, va rester sous son laurier. Non, le président du Conseil, Faure Essozima Gnassingbé, que je salue avec respect et considération, il cumule les fonctions. Il est le président du Conseil. Il est également aujourd'hui le ministre de la Défense.
C'est ce que les gens oublient. Parce que le ministère de la Défense est rattaché à la présidence du Conseil. Donc, étant donné qu'il est le ministre de la Défense, c'est sa mission. Il fait partie de l'une de ses obligations d'aller galvaniser les troupes comme le président, ex-président tchadien Idriss Itno Déby le faisait jusqu'à avoir la mort, ou bien jusqu'à trouver la mort au front. C'est ce qu'on nous avait présenté à l'époque. Il était tué au front, Idriss Itno Déby. Si le président du Conseil s'est rendu à la énième fois au nord du pays, qui a été d'ailleurs sous l'état d'urgence, c'est de bonne guerre pour dire à ces soldats que je ne vous ai pas laissé orphelins. Je suis derrière vous. Le peuple est derrière vous. Continuez. Ne lâchez pas. Ne laissez aucune limite, aucune frontière à l'ennemi. Que ça va payer. Allez-y. Il est comme troisième ou bien quatrième supporter. Donc, une fois qu'il est au front, les soldats, les combattants, les forces de défense et de sécurité du Togo, ils diront que bon, nous ne sommes pas laissés, nous allons redoubler d'efforts, nous allons faire mieux pour être aussi appréciés, que ce soit en interne et à l'externe, parce que le président du Conseil est régulièrement avec nous, il est avec nous, le peuple est derrière nous. Donc c'est une politique que moi je salue, parce que tant que nous avons la paix, on ignore la paix. Mais si ça manque, vous allez voir que tout le monde panique. On dit que oh, il n'y a pas la paix. Où sont les soldats? Alors qu'au moment où les soldats sont au front et ils meurent, et où il n'y a aucun communiqué venant des autorités, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on est là, on jouit. Nous sommes à Lomé, dans la capitale, nous sommes à Kpalimé, nous sommes à Kara, on mange, mais dans les savanes, dans les déserts là-bas, c'est pas facile. Est-ce que les drones ou le nombre de drones qu'on a achetés et envoyés là-bas sont toujours les mêmes nombres ou bien ils sont détruits? Les avions de guerre, est-ce qu'ils sont détruits ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Le président doit aller évaluer la situation, les matériels. Vous aurez besoin de quoi? Vous aurez besoin de quel type de revolver, quel type de obus, etc., quel type de matériel roulant pour combattre efficacement l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Il reçoit quand même le point de la situation régulièrement. Mais il reçoit, mais parfois, ceux qui sont sur le terrain, il peut toutefois le tromper. Donc vous pensez que ce n'est pas forcément en lien avec ce qui se passe dans les autres pays voisins? C'est ça que je venais de dire, que ça a un lien. Parce que les djihadistes, les rebelles ont cité notre pays, le Togo, qu'il fait partie des pays qui vont attaquer dans le golfe de Guinée. Donc c'est de bon temps que le PC se rende régulièrement pour galvaniser les troupes, évaluer la situation, évaluer les matériels roulants, etc. Alors, le président était quand même sur les deux postes. Il y a le poste de commandement opérationnel et le poste opérationnel avancé. Il était sur les deux postes pour appeler ces troupes-là à la vigilance, à accroître la vigilance. Et il y a de quoi aujourd'hui, parce que vous voyez que ces groupes terroristes, ils aiment beaucoup s'en prendre aux militaires. Et quand ils viennent, ils font beaucoup de dégâts. Donc, il y a de quoi demander à nos soldats aujourd'hui au front d'être très vigilants. Il y a de quoi leur demander d'être très vigilants. Il y a de quoi leur demander d'être très vigilants parce que quand vous travaillez avec quelqu'un, quand vous représentez quelqu'un, vous avez un groupe, et que personne ne vous dit allez-y, foncez, travaillez, c'est comme dans un match de football. Vous n'avez pas de supporters, vous êtes tous sentis abandonnés. Ces militaires togolais qui ont choisi le métier des armes et qui veulent bien défendre notre patrie, je tire chapeau pour eux, ont besoin forcément du soutien de toute la population. Et la personne qui représente le mieux la population aujourd'hui, c'est l'élu du peuple, c'est le président du Conseil de la République du Togo. Donc, il va les galvaniser. Cette action est une action d'une très grande importance. Il pouvait envoyer quelqu'un
allez-y, représentez-moi parler. Non, mais il a trouvé un temps, il a lui-même parlé avec ses troupes. Et vous dites aller sur les deux fronts. Oui, il est allé sur les deux fronts. C'est parce qu'il trouve ça nécessaire d'aller parler de visu à ceux qui ont la charge de la défense de la nation. Je crois que le chef, le PC, est dans son rôle. Il a joué là si bien joué que nous allons lui dire juste merci. Nos pays, vous l'avez rappelé tout à l'heure, les pays côtiers sont en ligne de mire. On voit que le Togo a été la cible de beaucoup d'attaques déjà. Nous saluons d'ailleurs la mémoire de tous ces soldats qui sont tombés. Le Bénin a été la cible d'attaque. La Côte d'Ivoire a été la cible d'attaque. Et donc, il faut penser aujourd'hui que si on n'entend rien, ça ne veut pas dire que rien ne se passe sur le terrain. Effectivement, parce que c'est la grande muette qui est mise en jeu. Nos soldats, ils sont qualifiés, la grande muette, ils ne parlent pas. Ce n'est pas tout ce qui se passe qu'un journaliste va reporter. Ce qui fait que la situation peut être critique, plus qu'avant, mais on est en train de traiter comme le linge sale se lave en famille. Il n'y a pas de fuite d'informations. Personne n'est au courant de ce qui se passe. Seules les autorités, seule la hiérarchie militaire qui est au courant avec son commandement, le ministre de la Défense, le ministre PC, le président Sozina Nyasingbe qui est au courant. Et c'est de sa mission d'aller sur le terrain et évaluer la situation. Mais là où moi je vois, l'autre angle que je vois est que la population togolaise doit être aussi associée à cette lutte djihadiste. Parce que si on laisse à dos la population, mais vous savez qu'à l'heure actuelle, la vie chère est tellement ambiante au Togo. Il y a la précarité qui domine la population. Si la population est manipulée et malmenée avec les billets de banque, quelques miettes d'ailleurs de billets de banque, elle va totalement courir derrière ces billets de banque pour prendre les armes contre sa propre nation, ce qui n'est pas bien pour notre pays. Donc, à l'heure où nous parlons, l'État, les premières autorités du pays doivent faire pieds et mains pour moins associer la population qui sont au nord du pays, surtout ceux qui sont dans les savanes, ceux qui sont contigus entre le Bénin et le Burkina, et aussi vérifier les frontières poreuses là, parce que ces frontières-là, on ne sait pas qui rentre, qui sort, à quelle heure, à quel moment. Donc, il va falloir que l'État veille efficacement, c'est ce que nous appelons la souveraineté. Et la souveraineté ne se limite pas seulement à la paix. La souveraineté, c'est de contrôler l'aller-retour des citoyens, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Donc, si on laisse ces frontières poreuses aux mains de n'importe quoi, et on ne sévit pas bien et la population n'est pas associée, nous allons voir que le pire peut toutefois venir à l'horizon. Donc, c'est le moment de lancer un appel vibrant aux autorités togolaises, avec à sa tête le président du Conseil, de faire tout possible, au moins pour mettre une équipe de veille sur nos frontières, à l'interne, et la police communale aussi doit jouer. Ils doivent créer aussi la police communale. C'est ce que j'allais dire. Vous pensez qu'il faut en créer? Il faut créer la police communale parce qu'il y a des gens qui viennent à Lomé, qui se logent dans des appartements meublés et c'est eux qui font des braquages aussi. À l'interne, jusqu'à la capitale, il y a des gens qui prennent des armes et tirent en plein jour et personne ne les arrête. Donc, vous imaginez ce que le Nord peut toutefois devenir si on ne contrôle, on ne sévit pas bien. Donc, c'est le moment aussi de former efficacement nos braves soldats. Vous savez, l'année dernière, il y a plusieurs qui étaient tombés les armes à la main. Ils étaient à leur position et voilà que l'ennemi est arrivé et ils sont abattus. Vous oubliez peut-être les images. Les images là ont fait le tour à Lomé. Donc, nos braves soldats, ils sont au nombre de 8 à l'époque, sauf aux missions de ma part. C'est le moment de bien former, de les équiper avec des arsenaux de guerre. Et non pas le président du Conseil a même promis que
leurs différentes demandes lui sont remontées et que cela va être satisfait. Parce qu'aujourd'hui, dans cette lutte-là, bien sûr, et le président même a eu le temps de le rappeler récemment, la lutte ne peut pas être que militaire, il faut aller sur le terrain économique, satisfaire les besoins de la population, mais le côté militaire est également très important et nos soldats doivent être très bien équipés. La défense de la nation est d'abord l'affaire de l'armée. De l'armée. Et donc, maintenant, chacun à son niveau doit contribuer à la défense de la nation. Par exemple, si vous trouvez quelqu'un qui fait des gestes inhabituels, une personne dans votre communauté que vous ne reconnaissez pas, il faut signaler à l'autorité, signaler à quiconque. Il y a telle personne qu'on ne voit pas souvent, ne le voyait pas dans la communauté, il fait quoi, il loge où, il fait comment. Il faut que la personne arrive à se présenter pour qu'on sache ce qu'elle vient faire. Et donc, il est vrai, l'affaire de la défense de la nation, c'est d'abord l'apanage de l'armée, mais aussi c'est le devoir de chacun de nous. Et c'est un devoir aussi du côté économique, comme vous l'avez dit. Il faudrait que ceux dont les gens ont besoin, ils puissent arriver à les avoir, même si ce n'est pas 100%, au moins 50%, 40%, pour que chacun sache qu'il a quelque chose sous la main. Maintenant, autre chose, si le président du Conseil ou l'autorité publique en charge de la défense dans le pays prend très au sérieux ce qui se passe, ce n'est pas forcément qu'il est en train de voir que non, il va y avoir une agression ou il a des informations, non, mais il essaie de renforcer son rôle de manière à ce qu'il n'y ait pas de place pour les terroristes de rentrer pour nous attaquer. Il est de même pour nos concitoyens qui sont des professionnels des armes, il en est de même pour eux. Et je leur tire chapeau, ceux qui sont tombés, nous avons une mémoire pieuse pour eux, mais nous demandons à ceux qui sont là aujourd'hui d'être sereins, d'être très sereins et de ne pas se laisser séduire par une force, une ruse qui pourrait venir de l'extérieur. Parce que, à moins que je me trompe, avant qu'une armée ne soit vaincue réellement, il y a quelqu'un de l'armée, à l'intérieur de l'armée. Une complicité. Une complicité à l'intérieur de l'armée qui fait, qui tire les ficelles. Mais cela me fait comprendre que la présence du président du Conseil en tant que chef suprême des armées devant les troupes peut leur donner la confiance que leur présence sur le terrain n'est pas vaine. Leur présence au front n'est pas vaine et qu'ils sont soutenus par la meilleure personne, la personne la mieux indiquée pour les soutenir. Puisque l'affaire de défense de la nation, c'est affaire de tous. J'invite une Togolaise, j'invite un Togolais à signaler toute personne suspecte en ville, à l'intérieur, dans la brousse, partout, à signaler une présence suspecte à l'autorité compétente afin que notre paix soit protégée, nos frontières soient protégées. On a une cinquantaine de kilomètres environ qu'on partage, de frontières partagées avec le Burkina Faso. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre un soldat sur chaque mètre de la frontière. Vous pensez qu'on est bien protégé côté frontière? Non, c'est ça que je venais de le dire si haut. On n'est pas protégé. Nos frontières, c'est pourquoi moi je les qualifie de frontières poreuses. Il n'y a pas de... Pas nos frontières, il n'existe pas de pays où il y a des... Il n'y a pas de l'efficacité, il n'y a pas de la rigueur sur nos frontières. Il y a des allers-retours, il y a des gens qui ne font rien, mais ici, ils font des va-et-vient entre Gila-Kodji, Lomé, entre Kodji-Kopé, vous voyez ça. Et même en dehors de ça, ce sont les grandes frontières, ça. Allez au bord des fleuves Mounou, vous verrez ce que je dis. Parce que nous sommes il y a des quartiers, des villages limitrophes au Bénin. Il y a des pays aussi, des villages aussi qui sont limitrophes du Burkina. Ce n'est pas ça ce qu'on appelle sévir, contrôler les allées ou bien les allées-venues
des populations. Ce n'est pas, on ne demande pas de bastonner les gens. En Europe, ceux qui ont, vous avez fait régulièrement, vous avez voyagé sur l'Europe régulièrement. C'est vrai qu'en Europe, si ce n'est pas, vous quittez Paris pour le Suisse, Il n'y a pas de frontière. il n'y a pas de frontière. Mais vous ne pouvez pas aussi mener des attaques contre ces deux pays-là facilement. Mais chez nous ici, on n'a pas ces moyens. On n'a pas ces radars. On n'a pas ces caméras qu'on peut toutefois consulter à tout moment. Mais on n'a pas une très très longue frontière non plus, hein, parce que vous avez certains pays qui se partagent 1000 km, 2000 km de frontière. Là, nous avons une cinquantaine de kilomètres. Oui, c'est ça que je dis. Mais malgré tout ça, on n'arrive pas à assimiler ce qui se fait sur nos frontières. Normalement, on devait avoir nos frontières sous nos mains. Non. Mais tel n'est pas le cas. Non. Tel n'est pas le cas. On est laissé, c'est comme si on est laissé pour compte. Ça fait que, au Bénin, à Hilakodi, au Bénin, il y a des gens qui viennent, même sans carte, ils passent, ils contournent la grande frontière, ils accèdent facilement dans la ville d'Anéro, et d'Anéro, rapidement, ils sont à Lomé. Ça, c'est des réalités africaines. Ce sont des réalités africaines. On ne peut pas placer une personne sur chaque mètre à une frontière. La surveillance, là, n'est pas possible. On ne peut même pas l'imaginer. Une frontière. C'est le moment, c'est pourquoi la population doit être associée. Une frontière est d'abord gérée par la douane. La gestion de la douane, c'est de l'apanage. De la frontière, c'est l'apanage de la douane d'abord. Pas forcément pour faire des recettes, mais le douanier. Les choses ont changé petit à petit avec l'avènement Du terrorisme. Du terrorisme. On ne peut pas laisser à la douane seule. C'est pourquoi aujourd'hui, tout douanier a fait une formation militaire. Tout douanier. Avant, il y avait des douaniers civils, mais aujourd'hui, tous les douaniers du Togo ont une formation militaire. Cette formation militaire, oui. Dans la mesure où eux, c'est les pauvres populations qui veulent ouvrir le feu sur tel pays. Mais si on parle du terrorisme, les douaniers, ce n'est pas que je les mets au défi, mais ou bien ce n'est pas que je les minimise, mais c'est l'affaire des militaires. On ne peut pas mettre des officiers de l'armée sur chaque mètre, sur les 50 km. Non, pas forcément ça. Quand nous parlons, comme les autres au Burkina Faso, le Togo partage une longue frontière avec le Bénin et avec le Ghana. Et avec le Ghana. Ouais. Et donc, il n'y a que des stratégies, peu importe que des stratégies pour protéger les frontières, dire qu'on va aligner, même si on aligne des militaires sur chaque mètre, on viendra s'emparer d'un seul et la douceur. Oui. Merci Frédéric Azeglo d'être passé. Marcel Agbessino, c'est un plaisir. Merci également à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve le samedi prochain. Merci beaucoup.